Cette table ronde concerne la reconversion d'un bâtiment historique du XVIIe siècle ou un hôtel 4 étoiles, un Mama Shelter, j'espère que je prononce bien, à Rennes. C'est un ensemble immobilier qui fut tour à tour atelier monétaire, messagerie impériale, hôtel luxueux, puis siège social d'une banque régionale. Pour mener à bien ce projet de réhabilitation, une démarche BIM a été mise en place sur ce projet pour essentiellement connaître, préserver et optimiser le bâtiment. Donc nos intervenants vont nous en dire un peu plus, mais nous allons parler de relevé scan 3D, de modélisation du bâtiment existant, de pré-synthèse en conception, de synthèse en phase exé à l'aide de maquettes numériques, et puis de préparation des maquettes pour une exploitation maintenance du bâtiment. Alors je vous demande d'accueillir, donc nous avons Anaïs Ménard qui représente la maîtrise d'ouvrage de l'opération, donc Anaïs Ménard de Suitcase Hospitality. Nous avons François-Jacques Dubreuc, qui est chef de groupe pour le groupe Legendre Construction, et donc qui représente l'entreprise de gros œuvres de ce projet. Alexandre Roussel, le BIM manager pour le bureau d'études et d'ingénierie PL sur 2. Et puis Stéphane Delcourt, chargé d'affaires pour l'entreprise Hamon Mollard, qui est l'entreprise CVC Plomberie, qui a participé à ce projet de rénovation. Donc, ce que je vous propose tout d'abord, Madame Ménard, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation succincte de ce projet de rénovation? Merci. On va essayer. Trinité Monet, donc là, c'est comme vous l'avez dit, la reconversion d'un ensemble immobilier de 12 000 m². Il est situé en plein cœur de Rennes, puisqu'il est sur la place des Lys. Il est à 5 minutes du couvent des Jacobins, qui est le palais des Congrès. L'idée, c'était de faire un hôtel 4 étoiles, mais qui soit accessible aux Rennais. Donc, comme vous le voyez, là, il y a une présentation, une localisation du projet. C'est un hôtel qui est ouvert sur la ville de Rennes. En fait, on a rendu accessible l'ensemble du cœur du projet à tous les Rennais. Donc, ce sera ouvert la journée. C'est un projet dans le centre historique. Donc, on a 12 000 m² et on a des bâtiments qui sont classés. On est dans le secteur sauvegardé. Donc, il y a eu un très gros travail avec les ABF, notamment. On a utilisé beaucoup de techniques anciennes, puisqu'on a fait des remplissages terre, de la reprise de charpente bois. Je l'expliquerai tout à l'heure. Et donc, c'est un hôtel 4 étoiles. Le programme qui va être proposé aux Rennais, c'est 119 chambres qui vont être accompagnées d'un spa de 600 m², un restaurant et son rooftop. Et puis, c'est une offre qui est très complète, puisqu'en fait, on a aussi des séminaires, des bureaux. Il y aura un bistrot et 9 commerces de bouche pour compléter l'offre du marché de la place des Lys. Sur les données techniques et surtout celles qui vont nous intéresser pour cette table ronde, c'est notamment les planchers et la structure bois, puisqu'en fait, c'est à travers ça qu'on a initié la démarche BIM, puisqu'en fait, l'idée, c'était de pouvoir connaître la structure existante et pouvoir la renforcer efficacement. Donc, on a 500 m² de planchers qu'on a recréés et on a 2500 qu'on a renforcés et on a des pans de bois, en fait, qu'on a dû restituer à l'identique. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a initié le BIM et qu'on a fait en fait des scans 3D de l'ensemble de la structure une fois qu'on avait fait le curage. D'accord, vous allez nous en dire un petit peu plus en effet, parce que d'après ce que j'ai compris lors de nos discussions, c'est que la démarche BIM, elle n'était pas évidente dès le début du projet. C'est pas quelque chose que vous aviez décidé à l'origine et que c'est venu en fait petit à petit. Alors, si vous pouvez nous expliquer un peu justement comment est arrivée cette démarche et les différentes étapes. Oui, en fait, initialement, on avait prévu de faire un projet classique avec des plans en 2D. Et quand on a commencé le curage du bâtiment, on s'est rendu compte qu'il était impossible de repérer tous les pans de bois sur des plans 2D et que en fait, les scans 3D nous permettraient de pouvoir mettre en 2D ce qu'on n'arrivait pas à calculer. Et donc, on a fait un gros travail de structure, mais mon chef de groupe le présentera mieux que moi, je pense. Je vais peut-être te laisser la suite. Oui, si vous voulez nous rentrer un petit peu dans le détail. Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc l'opération a démarré il y a 3 ans maintenant.
On a posé la grue il y a 3 ans et pendant une grosse année et demie, en fait, on a eu la finalisation de la conception avec certaines choses programmatiques qui ont changé et du coup la définition en fait du cahier des charges, de la description des ouvrages sur l'ensemble des lots, notamment des lots comme le lot charpente bois qui était inconnu au démarrage. Enfin, on savait qu'il y avait de la charpente bois, mais on ne savait pas vraiment ce qu'on allait y faire, ce qu'on allait conserver, ce qu'on allait renforcer, etc. Parce qu'il y avait besoin de ce qu'on appelle un curage, c'est ça, hein, voilà, de nettoyer avant de se connaître. Donc quand on a démarré, quand on a posé simplement la grue, on savait qu'il y avait des zones qu'on pouvait démolir, c'était vu avec les architectes des bâtiments de France, et du coup on a lancé aussi toute l'opération de curage du bâtiment. Et en curant le bâtiment, en fait, en curant les plafonds, tous les habillages sur les murs, hein, c'est des habillages qui n'avaient pas d'intérêt patrimonial parce qu'il y a une réhabilitation qui a été faite dans les années 80 et par la Banque Populaire de l'Ouest. Et du coup, c'était des habillages qui n'étaient pas du tout classés, c'était de l'agglo ou du placo. Et donc on a curé en fait l'ensemble du bâtiment, et en curant l'ensemble du bâtiment, on s'est aperçu au départ, en fait on a commencé à faire des relevés à la main de l'ensemble des planchers. Vous verrez un peu sur les photos que la nature du bâtiment n'était pas simple à appréhender. On s'est vite rendu compte qu'en fait il fallait qu'on passe par un processus de scan 3D du bâtiment pour pouvoir modéliser l'ensemble de la structure bois existante. En premier lieu, c'était vraiment ça l'objet, c'était pouvoir modéliser l'ensemble des planchers pour pouvoir dimensionner les structures primaires, les poutres primaires, les solives secondaires en bois, savoir si elles répondaient encore aujourd'hui aux principes, aux Eurocodes et savoir si elles étaient conformes par rapport aux charges d'exploitation qu'on allait y mettre. Et donc on s'est vite rendu compte qu'effectivement la plupart des planchers devaient être renforcés donc par une structure métallique. Et donc en fait on a posé rapidement le process de se dire une fois qu'on a modélisé ces planchers, on incorpore sur notre maquettage 3D des planchers, pour l'instant simplement c'est la partie horizontale, la structure renforcée, et après pouvoir rentrer dans pouvoir ensuite modéliser l'ensemble des organes techniques, parce que la problématique qui se posait, c'est qu'on avait des plans d'architectes réalisés avec des gaines techniques dessinées, mais sans prise en compte d'une structure qui n'était à l'époque pas apparente pour les architectes. Et donc du coup, la problématique qu'on allait avoir nous en exé, c'est le jour où il fallait qu'on implante notre aménagement, se retrouver avec la création de chevêtres techniques à faire pour nos passages verticaux techniques, et du coup de tomber parfois dans des poutres primaires en bois, parce que parfois la gaine technique était au centre de la pièce et que la poutre primaire était juste en dessous, et donc il fallait revoir l'aménagement. Donc en fait on a posé les étapes, on s'est dit on scanne l'existant, on apporte la partie renfort neuve. Ensuite, on cale l'ensemble des distributions techniques. Et ce qui est particulier sur ce projet-là, c'est qu'on est sur en fait, l'ensemble des chambres qu'on doit réaliser sont entre des murs de refend. Donc, on n'est pas sur des plateaux complètement vides. Et donc, on a des gaines verticales dans chacune des chambres. Et donc, il fallait qu'on superpose sur 2 niveaux, avec des planchers parfois qui ne se superposaient pas. La poutre primaire pouvait être en plancher OR+1 dans tel sens, en plancher OR+2 dans tel autre sens. Et donc il fallait qu'en superposant les couches, on puisse bien implanter nos organes techniques. Donc d'abord la structure existante, puis la neuve rapportée, puis les distributions verticales et horizontales également. Et enfin, après, pouvoir retravailler sur l'aménagement avec l'architecte, modifier notamment les plans des chambres, changer la distribution des gaines techniques. Donc ce scan 3D, cette mise en marche de... oui, c'est la première étape, hein. Ça a été le scan 3D, c'est ça? Le scan 3D, on a modélisé, et en fait, du coup, après, quand on avait un nuage de points, on s'est dit pourquoi pas l'exploiter entièrement. Donc on a modélisé l'ensemble des murs en pierre, des ouvertures existantes qu'il y avait dans les murs en pierre, et pour pouvoir ensuite
également exploiter et définir aussi nos circulations verticales de gaines. L'objectif était, un gain de temps, parce que imaginez 12 000 m², alors il y a 5 000 m² de plancher bois, mais 5 000 m² de plancher bois à relever à la main, on y sera encore aujourd'hui. Donc on a gagné beaucoup de temps, et également on ne l'a pas valorisé, mais on le sait, on a gagné financièrement à faire ça, parce que ça nous a permis, notamment dans les circulations, comme vous pouvez voir sur la photo de droite, en fait on a une circulation qui dessert toutes les chambres sur la droite, et qui est, donc, entre la circulation et les chambres, on a ce qu'on a souvent dans le centre de Rennes, des pans de bois intérieurs. Les pans de bois, ce sont des assemblages de solives, de diagonales, de tournices, voilà, chaque pan de bois est complètement différent, donc il fallait aussi qu'on incorpore des chevêtres pour faire tout ce qui est notre distribution de désenfumage, les ventilations hautes, les ventilations basses. Il fallait également qu'on puisse avoir la position des ouvertures existantes dans les pans de bois qui desservaient à l'époque les anciens logements. Ces ouvertures-là n'étaient pas forcément représentées de la même façon sur les plans architectes, et donc on s'est dit, si on réaménage la chambre du fait qu'on ait bougé les gaines techniques, autant qu'on cale l'aménagement de la chambre avec la bonne ouverture du pan de bois, pour qu'on s'évite de remodifier certains pans de bois. Donc forcément, il y avait un gain économique à également modéliser ces pans de bois qui sont remplis de terre et de latis châtaigniers, et donc voilà. Et donc vous avez réalisé plusieurs scans de suite, et ça c'est pas venu en une seule fois, comme vous disiez, vous avez d'abord fait les planchers, après vous êtes dit en fait, tiens, les verticaux aussi. On est sur un ensemble immobilier qui est quand même assez grand. On a d'abord réalisé le curage en premier lieu du bâtiment bleu ciel, celui qui est en bas à droite. Et donc c'est au fur et à mesure du curage qu'on a scanné en plusieurs étapes, en 3-4 étapes, on a scanné les bâtiments au fur et à mesure du curage, et pour pouvoir avancer dans les zones qui étaient déjà scannées sur la définition de l'ensemble des renforts qu'on devait réaliser. Donc on a eu plusieurs recollements effectivement de scans. Un des points en retour d'expérience, c'est que nos scans 3D n'étaient pas forcément géo-référencés au départ. Donc on a recollé aussi nos différents scans, nuages de points, on les a recollés par rapport à la modélisation existante, enfin des plans architectes, qui étaient des plans et géomètres, pour s'assurer que nos murs étaient aussi au bon endroit. Donc il y a eu un gros travail de recollement à ce niveau-là. Donc ça, c'était un des points en retour d'expérience, effectivement, quand on scanne, quand on travaille sur un existant et qu'on réalise un scan 3D, bien sûr, il faut que ça soit géo-référencé pour ne pas se retrouver avec un problème de mauvais modèle dans l'espace. Et vous me disiez que le cahier des charges finalement de ces scans, vous l'aviez plus ou moins rédigé après, en fait. Vous avez appris finalement de ces expériences. Alors on a établi plutôt un cahier des charges après, surtout pour la partie entreprise. Là c'était vraiment la partie conception, description des ouvrages. Et après est venue la partie désignation des entreprises, notamment techniques. Et c'est là où il y a eu un cahier des charges qui a été établi pour un processus BIM de fonctionnement de synthèse technique avec les entreprises. Ce que je disais tout à l'heure, donc on a fait d'abord une modélisation de la structure avec les planchers bois, les charpentes, toutes les structures porteuses, les sous-sols aussi. On a des caves voûtées, ce qu'on peut voir sur la photo précédente, la photo en bas à gauche. Donc là, excusez-moi, vous êtes en phase exé après, c'est ça? On est en train de voir ce qu'on voit là. En fait, là, c'est l'existant. Ça, c'est la modélisation de la structure. Voilà. Je n'avais pas forcément passé des slides tout à l'heure, mais on a fait une synthèse du coup technique conception. Ce que j'exprimais, c'est que une fois qu'on avait modélisé la structure, on a calé nos organes techniques. Et donc on a fait une pré-étude conception avant même que les entreprises soient dans la place, désignées. On a positionné les gaines, on a dessiné les gaines en 3D. Et on a également, vu qu'on était en gros œuvre en parallèle, on a modélisé la structure gros œuvre qui était faite en 2D chez nous par un bureau d'études. Elles ont été extrudées parce qu'on a des parties neuves dans le projet d'extension, et donc voilà, il y a eu toute cette partie synthèse technique conception qui est venue après la modélisation structure, et du coup après on a comme je disais tout à l'heure, on a réaménagé les pièces en fonction une fois qu'on avait réglé la structure, on avait réglé la technique, et tout ce qui est lié aussi aux réglementations liées à la sécurité, incendie, etc., au désenfumage. On a du coup
finaliser l'agencement des pièces. Et on peut voir par exemple sur des photos comme celle en haut à droite, on a aménagé des combles pour faire des chambres d'hôtel. On avait toute une structure charpente existante. Et il a fallu voir cette position-là qui n'était pas représentée sur les plans 2D archi. Et donc il y a eu un vrai boulot de, finalement là pour le coup, complètement d'aménagement total de l'ensemble de ces volumes sous toiture. On avait des problématiques sur la photo juste à gauche avec les rampants où justement on avait des circulations, de secours. Il fallait qu'on valide que la position de la cloison qui sépare les chambres de la circulation avec le rampant de toiture derrière, tout ça fonctionnait et qu'on n'allait pas se retrouver avec des largeurs et des hauteurs qui ne correspondaient pas aux normes de sécurité incendie. En fait, on s'est beaucoup appuyé sur une fois qu'on avait pris le pli de modéliser le bâtiment et la structure, on a fait la conception avec PL/2, qui est aussi notre bureau d'études CVC, qui a permis après de pouvoir mettre à jour le programme et le cloisonnement qui avait été dessiné à l'initiale par l'architecte. Et on a prolongé après par une synthèse exé, mais en fait c'était vraiment une découverte, je pense, un peu du BIM sur ce dossier. Et plus on en découvrait, plus en fait on a pu utiliser l'outil et je pense pousser un peu plus les prestations qu'on avait. En fait, c'est vraiment cet outil, c'est vraiment un besoin qui est né de par la configuration du projet et qui est devenu indispensable. Donc si c'était à refaire, bien sûr que ce serait à refaire, notamment au vu de l'ampleur du projet, des différents niveaux. C'est un projet qui est très horizontal et avec une architecture. C'est un ensemble de bâtiments qui avait été racheté à l'époque par la Banque Populaire et qui a été revendu dans son ensemble. Mais c'est des bâtiments qui ont chacun leur histoire. Le grand bleu que vous avez vu tout à l'heure date de 1720, juste après le grand incendie de Rennes, l'autre de 1850. On a vraiment des architectures différentes et donc c'était complètement essentiel de le faire. Et donc bien sûr qu'on le referait. Alors peut-être si on avait pu anticiper ce sujet-là, il y aurait peut-être une démarche de cahier des charges en phase conception précisée. Mais du coup on a pu l'étayer pour la partie synthèse exé, pour ensuite, pour les lots CVC, plomberie, électricité, pouvoir intégrer les réseaux des entreprises et pouvoir ensuite faire une vraie synthèse 3D, la détection de clash et pouvoir solutionner toutes les problématiques qui n'avaient pas été vues en conception, bien entendu. Donc oui, voilà, vous êtes entré dans le BIM, donc d'abord par un scan 3D, une modélisation du bâtiment existant, des premières maquettes finalement en vous disant ça va nous permettre de faire une synthèse entre la structure existante, les fluides et puis l'aménagement qu'il fallait remodifier. Et puis après vous vous êtes dit tiens, pourquoi pas le mettre aussi en exé, parce que elles existent les maquettes et puis vous avez vu l'intérêt, c'est ça. Donc vous l'avez contractualisé par contre, c'est ça, dans les marchés des entreprises. C'est là qu'on a rédigé, un cahier des charges et qu'on a demandé aux entreprises de nous suivre. Certaines avaient les équipes en interne et d'autres effectivement ont dû faire appel quand même à des prestataires externes comme on le voyait tout à l'heure pour le bâtiment neuf. D'accord. Et donc, Monsieur Roussel, alors vous, dans tout ça, vous avez plusieurs casquettes. À la fois, vous avez fait de la synthèse, vous avez fait du management BIM, vous êtes en conception, en exé, BET. Expliquez-nous. Bon, c'est très compliqué. Alors, je suis pas prétendant BIM manager de l'opération. Le BIM n'était pas demandé au départ, en effet. Donc responsable synthèse. Je vous ai introduit comme BIM manager. Bon, responsable synthèse. Et donc deux missions de PL/2, la synthèse technique architecturale et la conception CVC, ce qui a été une force pour nous par la suite. Et donc je suis arrivé, on a dit on fait de la synthèse technique, forcément 2D, basique, c'est parti. On récupère des éléments qu'on a en conception. Donc là le gros œuvre a déjà démarré. On a des plans gros œuvres de certaines zones en 2D. On a des plans archi en 2D. Ça cale bien. Forcément, tout est en 2D, c'est parfait. On reçoit également des maquettes issues de nuages de points commandés par un bureau d'études qui fait les calculs de renfort de la structure. Donc ces nuages de points ont été réalisés spécifiquement pour les planchers, les pans de bois, la charpente. Caler tout ça sur des plans 2D archi, c'était une misère pas possible.
On a eu alors, un donneur d'ordre, du coup, c'était le bureau d'études qui calculait les renforts. Ce donneur d'ordre-là, qui a commandé les scans 3D, il a déjà eu 2 prestataires de scans 3D. Donc, déjà, ils ne communiquaient pas très bien ensemble. Les maquettes étaient scannées bout par bout, pas géoréférencées, comme tu l'as dit. C'était compliqué. On a avancé, on a fait d'autres scans. J'ai toujours galéré à réimplanter tous les plans archi en fait, qui n'étaient plus bons parce qu'il y a eu curage, etc. Et on s'est rendu compte que les premiers scans 3D, en fait, les murs du scan n'étaient pas bien modélisés parce que le scan servait pour la charpente. Obligé de redemander une mission complémentaire à la modélisation pour remodéliser tous les murs existants, les façades, les renforts, etc. Avec les ouvertures, et bien nickel pour que ça, enfin, ça se cale sur le plan archi. Bon, finalement, ça se cale pas très très bien, mais on reste sur des tolérances acceptables. Donc, on a avancé comme ça. On a eu plusieurs maquettes. Très bien. Ensuite, en effet, les gains techniques, il a fallu les bouger. Il y a des changements de destination de pièces, etc. Il faut qu'on recloisonne tout. On recloisonne tout, on est sur une maquette, et c'est parti, on redessine toutes les cloisons intérieures, les portes, les fenêtres, etc. En fait, ce qui est intéressant, effectivement, sur les plans archi qui avaient été dessinés en 2D, il y avait eu un relevé initialement géomètre qui avait été fait pour que l'archi puisse concevoir son projet à la fois coque extérieure mais aussi coque intérieure. Mais à l'époque, il y avait tous les habillages existants sur les murs, il y avait tout. Donc parfois, l'architecte avait simplement rajouté une couche sur la couche existante. L'architecte n'avait pas forcément, quand les géomètres lui donnaient ses plans et qui donnaient les volumes intérieurs des pièces, certains volumes, en fait, il y avait déjà un habillage qui faisait 5-6 cm sur les murs existants. Donc l'architecte avait pris en compte comme si c'était le mur brut. Donc il avait rajouté des couches. Donc forcément, les doublages prévus par l'architecte et les cloisonnements, tout ça, c'était complètement à revoir. C'est pour ça qu'il y a eu cette synthèse architecturale phase conception de recloisonnement intégral qui a été fait par PL/2 pour se caler à la réalité et puis gagner aussi un peu ça nous a fait permettre de gagner un peu de surface malgré tout parce que rajouter une couche sur une couche déjà ça n'avait pas d'intérêt qui a modélisé justement à partir du nuage de points par exemple? C'était votre prestataire de scan 3D qui vous a donné également les maquettes? Voilà, on avait un prestataire qui faisait le nuage de points, un autre prestataire qui modélisait par rapport à ce nuage de points, et chez nous on assemblait tout dans une seule maquette. Et on faisait également les modifications dans ces maquettes-là, parce que c'est les maquettes existantes, où il faut y faire des percements, il faut y faire des ouvertures pour une porte, une chambre, etc. Donc on retravaille encore les maquettes des scans, issues des scans. Ouais. Donc à l'origine, vous aviez une mission, vous étiez en mission 2D? Synthèse 2D, voilà. Donc heureusement, vous aviez déjà une maturité alors? Oui. Non, je veux dire, j'avais déjà de l'expérience dans la 3D. Vous auriez reçu des maquettes sans... je suis vite rentré dans le sujet. En 3D. Ouais. D'accord. Et tout ce qui était... donc ça, c'était en phase conception. En phase exé de même, de nouveau, vous aviez la mission synthèse en phase exé? Phase exé, on continue un petit peu la synthèse archi, cloisonnement, voilà, ça se termine. Et en phase exé avec les entreprises du coup techniques, où là, on avait une maquette, donc on leur a demandé également, eux, de faire une maquette pour faire la synthèse 3D. Voilà. Certaines ont la maturité pour le faire en interne. Là, on a eu sur le chantier, c'était les 2 CVC du coup. D'autres n'avaient pas la maturité. On fait appel à des bureaux d'études externes et il s'est avéré que c'est nous qui avons été choisis parce qu'on savait faire, on était sur place, on connaissait le chantier très bien. Et on a fait également la conception CVC du projet. Donc on savait très bien où passaient les grosses gaines, où étaient les nœuds critiques en synthèse technique. Donc il y a eu un gain de temps en plus. Et il y a eu un gain de temps parce que on s'est retrouvé à modéliser la structure béton, parce qu'on avait des plans 2D neuves. Voilà, on avait déjà l'existant, on le connaissait par cœur. On a remodélisé la plomberie, on a remodélisé les chemins de Cabellec. Et on faisait tout ça en interne. Donc finalement, la synthèse, on la faisait un peu en interne à notre sauce. Et ça allait beaucoup plus vite, quoi. Par contre, vous receviez par exemple les maquettes de l'entreprise à Montmollard. Il y avait des entreprises qui vous fournissaient également en maquettes. Voilà, donc là, on a fait des réunions classiques de synthèse avec les entreprises, du coup,
sur chantier et on projette la maquette sur Revit plutôt. On est parti sur une synthèse traditionnelle, on va dire, avec des coupes, des vues en plan, des coupes. On avait également des intervenants qui les maquettes là, bon, voilà, j'avais pas trop envie d'aller là-dedans, donc des plans, des coupes, c'était très bien. Et la 3D a servi à faire plein de coupes partout. D'accord, voilà, la bonne coupe au bon endroit. Ouais. On a avancé comme ça. Voilà. D'accord. Et dans les cahiers, dans les CCTP, les marchés des entreprises, comment est exprimée la demande finalement? C'était essentiellement de la 3D ou il y avait une demande de données? Il y avait une demande de données. En fait, il y avait une demande de transmission en format IFC, donc de leur maquette et de leur plan en 2D. Donc ça, c'était une demande qu'on avait formulée. On sait bien sûr les entreprises qui ont été sélectionnées. C'est des entreprises qui avaient soit les moyens, soit demandé à PL sur 2 de pouvoir sous-traiter cette prestation-là. Mais en fait, oui, vous avez modélisé du coup les plans 2D des entreprises. Et après, PL sur 2 s'est occupé de la détection de clash et donc de toutes les réunions de synthèse sur l'ensemble des bâtiments, donc neufs et anciens. On n'est pas rentré sur une maquette telle qu'on le construit et une maquette renseignée en fiche technique dans les objets. D'accord. Voilà, on est vraiment resté sur la 3D pour la synthèse. Pour l'instant, la synthèse. Ouais. Par contre, j'ai cru comprendre qu'il y avait en option, peut-être, ou en tout cas une demande de données pour l'utilisation dans l'exploitation maintenant, parce que finalement, vous avez touché le BIM, enfin, vous êtes dit, mais on peut aller encore plus loin. On est en phase progressive toujours. Oui, voilà, vous êtes toujours en phase progressive, mais c'est bien, on apprend en marchant. Oui, alors avec le recul, je pense que si on devait recommencer la démarche, peut-être qu'on serait moins progressiste. Je pense qu'on ferait le curage, on ferait un scan complet, une maquette complète, et puis après on ferait notre conception. Et en fait, il n'y a que les entreprises techniques aujourd'hui qui renseignent la maquette. Donc en exploitation, on n'est pas allé aussi loin, par exemple, tout à l'heure, que le projet qui vous a été présenté. On n'aura pas les finitions. Ça va être compliqué de l'exploiter en maintenance, surtout dans le milieu hôtelier où les gens ne sont pas formés aujourd'hui pour l'exploitation des maquettes 3D. Donc c'est sans doute pas quelque chose qu'on retiendra, d'autant qu'il faudrait qu'on fasse un scan de ce qui a été fait. Donc là, pareil, il faudrait le géoréférencer, le remettre sur la maquette, et on serait reparti pour une mission. Et c'est en fait l'utilité, surtout, je pense, du BIM sur ce projet, c'était de pouvoir faire passer les réseaux et d'optimiser le programme à la structure existante. Il n'y a pas vraiment de vocation de l'utiliser en maintenance. On saura en fait aller regarder sur les plans en 2D pour savoir où sont nos réseaux et les maintenir. Disons que pour une campagne de rénovation ou autre, dans quelques années, ça pourrait être intéressant d'avoir des mètres carrés quand même de finition. Voilà, parce que vous demandiez tout à l'heure quel est l'intérêt de porter l'information de la finition. Peut-être le jour où vous aurez à changer, à refaire les peintures. Il se trouve que dans l'hôtellerie, c'est assez échelonné en fait. D'accord. Donc quelque part, on a un entretien qui est quand même... Je parlais de l'intérêt parce qu'on dit effectivement que le BIM, ça a un coût. On parlait tout à l'heure d'anticipation et justement dans les travaux de préparation, du coup, d'optimiser aussi ce coût grâce au BIM. Moi, je raisonne, si demain je devais être maître d'ouvrage, je me dis, en fait, quelle utilité je verrais à mettre que sur tel mur d'un local lingerie, il y a 1 mètre carré de faïence et le reste, c'est de la peinture blanche. En fait, c'est pour ça que j'avais posé cette question tout à l'heure. Mais la question est bonne, c'est-à-dire, c'est en effet, et comme Madame Turcuti avait répondu, ce qu'il faut, en effet, c'est qu'il y ait cette question du besoin. C'est-à-dire, on le demande seulement si on a besoin, et pas si on le remplit pour le remplir. En fait, nous, après, notre démarche ici a été différente parce que le besoin est né de par le projet. Du coup, on s'est pour l'instant, effectivement, de façon progressive, les besoins se sont enchaînés les uns avec les autres de façon, je dirais, assez naturelle et obligée. En fait, on n'avait pas tellement le choix pour aller plus vite et pour se rassurer aussi dans la phase d'après-aménagement et se dire qu'on n'avait pas à bouger les éléments parce qu'on n'avait pas vu qu'on tombait sur des poutres, etc. Donc, en fait, bien dès le premier coup. On s'est limité aux besoins nécessaires pour aller au bout de notre opération. On s'est mis des options de mémoire pour des phases DOE, peut-être, tu me diras si je me trompe, mais normalement, c'était mis des options peut-être d'aller sur une maquette DOE
en vue de peut-être plus tard l'exploitation de la maintenance, mais ça c'est des options parce qu'on n'est pas certain de l'utilité. Et juste pour compléter ce que tu dis, si on prend cette option DOE en 3D, ce sera que pour les réseaux principaux. On n'ira pas en fait jusqu'au détail des chambres. D'accord. Oui, essentiellement pour savoir par où passe. C'est d'avoir les réseaux principaux. Ouais. D'accord. Monsieur Delcourt. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement tout d'abord votre entreprise? Alors, Amont Mollard, c'est une entreprise rennaise, donc on est basé à Saint-Grégoire. Donc Mollard, ça existe depuis 1878. Monsieur Amissel et Monsieur Bécan ont acheté l'entreprise Amont en 1991. Et en 1998, ils ont acheté l'entreprise Mollard. Sur BIM, donc du coup aujourd'hui on est 11 personnes en bureau d'études, on est 4 à s'occuper du BIM, donc on a 2 personnes qui ont été formées sur Plancal Nova et 2 personnes sur Revit. Donc on utilise Revit via StabiCAD, on n'utilise pas Revit seul. On utilise le BIM donc pour Plancal Nova depuis 2016 et Revit avec StabiCAD depuis 2018. Donc on maîtrise un petit peu le sujet aujourd'hui sur le BIM. Et pourquoi ce choix donc, de deux solutions? On a choisi de prendre les 2 solutions. Donc en 2016, quand on a pris Plancal Nova, c'était parce qu'on avait, après des échanges avec les bureaux d'études, de nombreux bureaux d'études travaillaient sur Plancal Nova, donc du coup on s'est mis directement, naturellement vers Plancal. Et après, dans le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait des bureaux d'études aussi qui avaient changé de position, qui étaient passés sur Revit. Donc ça nous permet de répondre en fait à tous les dossiers d'appel d'offres, soit en Nova, soit en Revit, en fonction de ce qui est imposé par le maître d'ouvrage ou dans les CCTP. D'accord. Est-ce que justement, donc vous pouvez nous repréciser, vous, quelle était la demande BIM dans votre marché? Qu'est-ce que, comment les limites de votre prestation en BIM? Dans le marché, bon, là ici, quand on avait fait les phases négociation, donc du coup, bon, on savait que le projet était dessiné en Revit, donc naturellement, vu qu'on utilise les 2 logiciels, on est venu dessiner en Revit sur le projet. Ça permet une compatibilité parfaite. Ce qu'on entendait tout à l'heure avec les IFC, c'était plus compliqué. Donc là, pour le coup, on avait des maquettes qui se compilaient parfaitement. Donc je pense que ça a pesé dans la balance pour qu'on soit retenu sur le projet. Donc par contre, je tiens une petite précision. Nous, on ne fait pas l'hôtel dans sa totalité. On s'occupe seulement de la partie appart-hôtel. Donc c'est la partie, je ne sais pas si vous avez vu sur la première page, en fait, en marron, qui est à gauche. Donc sur la partie qui est en marron. Donc sur la partie place Trinité. On s'occupe de cette partie. On fait la plomberie et le chauffage dans cette zone. Voilà. Oui, parce que sur le dossier, en fait, le dossier est séparé en 2 grosses entités. Vous avez effectivement la partie marron dont s'occupe Amont Mollard et tout le reste du dossier. Et en fait, les corps d'état techniques sont séparés en 2. On a 2 équipes. Donc on a une partie où on a toutes les entreprises électricité, plomberie, CVC qui s'occupent de l'hôtel et une partie qui s'occupe de Trinité. Donc en fait, double travail aussi pour PL sur 2 de pouvoir recoller des maquettes avec quelque part 6 entreprises pour les corps d'état techniques. Parce qu'on a 2 entités dans le bâtiment et du coup on a eu 2 phases dans le bâtiment. Enfin, la phase bleu foncé, bleu ciel et verte, qui est l'hôtel avec les 103 chambres, avec le restaurant, les piscines, les commerces, etc. Et la partie du bâtiment marron qui a 2 niveaux d'appart-hôtel avec un espace séminaire, des bureaux, qui est mitoyen mais qui est physiquement et techniquement séparé de l'ensemble. Donc, par contre, Monsieur Delcourt, vous avez eu justement quelques soucis d'être une maquette parmi un ensemble, c'est ça? Oui, si tout à l'heure justement on échangeait. Donc en fait nous sur le projet, on a reçu une maquette, donc en fait on ne voyait que la maquette Trinité. Donc tout à l'heure on a échangé avec Monsieur Roussel. Donc en fait maintenant j'ai pris la remarque. En fait il y a une petite option en fait pour enlever la zone de lecture qu'on n'avait pas échangé. Donc du coup c'était un peu plus compliqué. On a dessiné sur cette maquette. Alors après, l'autre inconvénient qu'on a eu sur cette maquette, c'est qu'on n'arrivait pas à insérer nos blocs StabiCAD dessus, sur la maquette de chez PL sur 2. Alors pourquoi, je ne sais pas, donc j'échangerai tout à l'heure avec la personne de chez Trimble, qui pourra peut-être nous éclairer sur le sujet. On n'arrivait pas à rentrer nos objets, donc du coup on a triché un petit peu en fait, on a feinté un peu le logiciel. Je dessinais sur une page blanche et j'ai ramené en fait sur la maquette de chez PL sur 2 pour feinter un petit peu le logiciel.
Après, sinon, en termes d'objets, quand on dessine en fait, sur les maquettes, on essaye d'amener la qualité la plus proche de la réalité. Donc, par exemple, tout ce qui est gros équipements, centrales de traitement d'air, les chaudières, tout, on va chercher les blocs chez les fournisseurs, hein, qui aujourd'hui sont très avancés tout, soit en IFC, soit en Revit. Donc, on arrive à prendre leurs blocs et on les met sur nos maquettes. Mais par contre, ça alourdit la maquette énormément. Oui, parce que parfois, c'est finalement pour représenter un volume. Oui, on représente un volume, mais on représente aussi un volume avec un détail de l'appareil, quoi, en fait. Donc on peut plus se tromper sur si le fabricant a dessiné le bon matériel dans les bonnes dimensions. Vu qu'on va chercher son objet, par défaut, le fabricant ne se trompe pas dans les dimensions de son objet. Quand on les implante, on a vraiment des cotes réelles. On n'a plus de soucis de se dire ça passe ou ça passe pas. On a une visualisation dans l'espace qui est beaucoup plus importante et plus précise aussi. Et la particularité aussi avec ce projet, c'est qu'on a des locaux techniques qui sont généralement soit dans les sous-sols, soit sous les toitures. Là, en l'occurrence, pour le bâtiment marron, c'est juste sous la toiture, enfin le premier niveau de la toiture en partant du haut. Et donc on a énormément d'équipements techniques. Et effectivement, là, pour le coup, avoir un niveau de définition un peu plus précis, avec l'ensemble des gainables, etc., nous permet aussi d'un petit peu optimiser l'espace, ou en tout cas d'avoir un niveau de précision plus clair, et c'est quand même appréciable, quoi. C'est l'avantage du 3D en fait, et du BIM, c'est que en fait, ça nous a permis de dessiner dans les toitures, par exemple. Donc les centrales, c'est vrai, elles sont assez proches des rampants. Donc du coup, quand on a dessiné les gaines, il a fallu aussi trouver la parade pour pouvoir accéder au matériel, parce qu'il n'y a pas que la partie technique, on dessine sur le plan et on se dit c'est fini. Non, il y a forcément aussi un aspect entretien futur du matériel, et si les compagnons, si les mainteneurs au futur, pour aller entretenir une CTA, ils sont obligés d'enjamber 5-6 gaines pour arriver à accéder au matériel, c'est également une problématique. Donc sur ce projet-là, c'est vrai qu'on avait, dans les locaux techniques, ils étaient assez serrés. Donc on a trouvé des solutions, et je pense que le BIM nous a fortement aidé. Ça permet de voir dans l'espace, de gérer tous ces aspects. Justement, en interne, vous avez une démarche BIM sur quasiment l'ensemble de vos projets, en tout cas une démarche 3D, une réflexion 3D sur l'ensemble de vos projets. Exact, comme je vous disais, en fait, on travaille en BIM depuis 2016, donc 2018 sur Revit. Et aujourd'hui, en fait, tous nos dossiers, quand on les reçoit, donc ceux qui sont formés, bien évidemment, donc en tertiaire, on s'en rend compte, il y a encore des tertiaires qui sont dessinés en AutoCAD, donc en 2D. Là, on reprend les dossiers et on les redessine dans leur globalité. Alors quand je dis on redessine, attention, on redessine seulement les murs, on ne fait pas les fenêtres, les portes, ça ne nous intéresse pas. On dessine les murs, les planchers, les plafonds, les planchers hauts. Et après, on dessine sur le projet, ça nous permet de contrôler en fait tous les réseaux pour voir si ça passe bien, de faire des coupes très rapides, c'est un avantage. Et ça permet de voir si ça passe, les projets. Généralement, c'est un plus qu'on apporte au maître d'ouvrage derrière et au bureau d'études, parce que ça permet de visualiser tout de suite si ça passe ou pas dans un plénum, parce que les places sont de plus en plus serrées. Puis vous disiez que de toute façon, cette coupe, vous alliez la faire en 2D. Donc finalement, avant, on la faisait en 2D, effectivement. Donc maintenant, vu qu'on a des logiciels pour le faire, une coupe qu'on dessinait, pour donner l'exemple, peut-être en un quart d'heure, 20 minutes, on a juste à prendre, on clique, on fait tac, et puis un clic, et c'est réglé, quoi. Aller à la vue, et en même pas 30 secondes, c'est fait. Donc, vous avez trouvé votre intérêt à remodéliser en 3D. On y trouve notre intérêt, voilà. Aujourd'hui, il y a seulement dans le logement où on n'est encore pas passé en BIM, parce que forcément, les logiciels, ça a un coût, c'est pas gratuit. Donc on n'est encore pas passé, et puis en logement aujourd'hui ils sont encore pas passés, ils n'ont pas franchi le cap, on va dire, du 3D, donc ils sont encore sur des plans 2D. D'accord. Et sur les chantiers, donc, comment ça se passe, la communication avec le personnel de chantier? Est-ce que vous utilisez la 3D parfois pour communiquer? Alors, on utilise la 3D, mais seulement dans nos locaux, en fait. Donc, nos chefs de chantier peuvent passer le matin, on ouvre le plan, on visualise la 3D. Sur le terrain, aujourd'hui, ils sont encore au plan papier. On va dire la 3D sur le chantier va avoir un aspect intéressant pour les locaux techniques. Faire une distribution dans une circulation, on va dire la 3D, elle a peu d'intérêt. Par contre, dans les locaux techniques, visualiser, ça peut être très intéressant.
Donc on est en train de voir pour franchir le pas et essayer, parce que nos compagnons ont déjà des tablettes et des téléphones portables qui pourraient permettre de le faire, mais on va essayer de voir sur un chantier ou 2 chantiers tests, on va dire, pour passer avec des visionneuses 3D qui leur permettraient d'être un peu plus autonomes, on va dire, sur chantier, quoi. D'accord. Ben, je vous remercie. Je vous remercie de ce retour d'expérience. Il est midi, je vous propose maintenant de passer aux questions de la salle, au temps d'échange. Bonjour, Anne-Solène Michaud, Vinci Construction. Dans un monde merveilleux où vous auriez le droit à tout, est-ce que vous ne demanderiez pas à l'architecte de faire du BIM ? Sur ce projet-là, si, parce qu'effectivement, quand on a refait le cloisonnement, les livrables extraits de la maquette ont quand même pas la qualité d'un plan architecte en 2D. Et donc quand il a fallu refaire après toutes les finitions et tout l'aménagement dessus, ça a été très compliqué. Je pense que même pour toi, Alexandre, ça a été très compliqué parce que tu n'as pas une formation d'architecte. Donc des fois, il manquait des fenêtres, il manquait des murs. Donc effectivement, je pense qu'il aurait été nécessaire que l'architecte puisse avoir... alors c'est DTACC, l'architecte sur ce projet. Ils ont peut-être une synthèse BIM, mais ils s'arrêtent à la coque en fait extérieure. Donc il aurait fallu que l'architecte d'intérieur et l'architecte du projet puissent avoir cette compétence. Mais oui, ça aurait été nécessaire. La réponse est oui. Alexandre Moison, l'entreprise Bâti Simpli, j'ai créé une solution numérique pour les compagnons. En fait, j'ai une entreprise un peu comme à Montmollard, dans le sud du département. Donc nous, on commence en fait à numériser notre entreprise, mais j'irai par le bas, quoi, les compagnons, pour les faire utiliser, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de communication qu'on prévoit au bureau d'études avec la maîtrise d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, et je rencontre beaucoup de difficultés pour le faire aller jusqu'au terrain. Et un peu ma question, c'était ça a été un petit peu posé tout à l'heure, mais comment ça a été reçu par les compagnons sur le terrain? Est-ce qu'ils y voient, eux, leur intérêt? Le côté des fois réfractaire pour aller jusque-là, comment vous l'avez vécu un petit peu? On a certains compagnons, oui, ils sont réfractaires, effectivement, sur la numérisation. Ils sont encore, on va dire, plan, le papier, il faut du papier. Mais on essaye de les accompagner, on essaye de bien leur préciser que le matin, il ne faut pas hésiter à passer pour faire des modélisations, notamment sur ce projet, sur Trinité. Plusieurs fois, on a échangé avec notre chef de chantier qui sera en place sur site. On a échangé déjà avec lui sur le fait de voir le projet en 3D, et ça l'a aidé sur certains passages parce que, on va dire, ce projet il est un peu compliqué et technique parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a les poutres. Nous, sur la modélisation 3D, donc quand on a fait notre projet, on a enlevé certains problèmes. Mais même aujourd'hui, quand on fait les réservations, je vois pour les réservations dans les planchers, on les fait par le dessus. Donc c'est un peu contradictoire parce que généralement les maçons voient vers le haut et nous vers le bas. Et on est obligé d'ouvrir les planchers, regarder ce qui se passe en dessous. S'il y a une poutre, on se décale. Donc ça lui a permis de voir dans l'espace, quand on lui a montré en 3D les choses. Des fois, il y a des coudes, des trucs. Enfin, il l'a visualisé. Mais après, est-ce que l'objet sur le chantier, il s'en servirait? Pareil, on n'est pas sûr qu'il le fasse. Parce que c'est des logiciels qui sont quand même, je pense, vous pourrez me dire, mais assez lourds. Donc il faut aller chercher la donnée sur Internet. Où on est en train d'y réfléchir justement comment on va mettre en place la solution, quoi. C'est même pas qu'au niveau des compagnons. Je pense qu'au niveau de l'encadrement du chantier, des conducteurs de travaux, en fait, c'est vraiment une histoire de culture. On parle de la culture sécurité beaucoup dans la construction. Ça met des années à venir. La culture du BIM, ça va mettre des années à venir. Et en fait, la lecture du plan, on a besoin aussi de la matière. On travaille la matière, donc on a besoin de la matière. On a besoin que ce soit palpable, malgré tout. Et le papier, je ne sais pas si c'est une solution qui sera à l'avenir complètement obsolète, mais le papier, on a besoin d'avoir, malheureusement, un plan... Certainement un sujet de complémentarité finalement, un peu comme les actualités sur son smartphone et le journal qu'on continue à acheter. Pour moi aujourd'hui, dans le cadre d'un projet comme le nôtre, la 3D a tout son sens, et je pense à tous les niveaux jusqu'au niveau compagnon, comme tu disais tout à l'heure, c'est pour régler des choses qui ne se voient pas sur le papier, et du coup de connaître la nature existante, parce qu'on parlait tout à l'heure de la modélisation des planchers par le dessous. Mais sur notre projet, parfois on a eu des surplanchers qui ont été réalisés dans les années 80, voire dans les années 50. Donc du coup on avait des couches de plancher, forcément on ne pouvait pas l'avoir par le bas ni par le dessus, parce que il y avait le parquet, et puis voilà, donc on voyait pas et donc on se retrouvait avec des compléments de structure
invisibles, même sur la maquette 3D, et du coup des découvertes chantier. Et donc après, c'est des adaptations sur le site. Bonjour, c'est par rapport à la modélisation depuis le nuage de points. Ça a été fait sur Revit aussi, et si oui, il n'y a pas eu des... Enfin, comment ils se sont arrangés pour toutes les poutres dans tous les sens? Ça n'a pas été trop long le temps de récupération des modélisations depuis les nuages de points? Entre le nuage de points et le retour de la modélisation des points, ça mettait à peu près 3 semaines. Ouais, c'est ça, 3 semaines pour modéliser. Après 3 semaines pour l'avoir et pour ensuite pouvoir être exploité par PL sur 2. En effet, alors le niveau de détail qu'on demandait, comme je disais, j'ai reçu une maquette où les murs étaient grosso modo, quoi. Les murs, parce que la maquette en soi servait pour le plancher bois, pour les poutres. Donc c'est un sujet en effet qui passe la commande du point et de la maquette du coup, et qu'est-ce qu'on en fait encore une fois, c'était que le sujet de départ, c'était uniquement les planchers. Oui. Donc ils ont pré-modélisé les murs, mais c'était pas notre objectif initial. Après, on avait une partie du nuage de points, et comme tu l'as dit tout à l'heure, il a fallu, du coup, on s'est dit, modélisons l'ensemble des murs de refend en moellon-pierre avec les ouvertures, modélisons les pans de bois, modélisons les parties verticales pour avoir finalement une maquette complète, parce que on s'est dit pour la synthèse technique en phase conception, ça allait nous être bien utile et ça l'a été. Et donc c'est pour ça du coup on a fait revenir pour avoir un scan complémentaire pour avoir la réalité des murs. Et je posais une question également, et l'information du type de mur, est-ce que vous l'aviez dans la maquette pour savoir que c'était tel type de... Vous avez parlé de plusieurs techniques de murs anciens. Comment vous l'aviez, cette information en lien avec la maquette? On l'avait simplement par l'épaisseur des murs. D'accord. Les murs en moellon-pierre font généralement 70 à 80 cm d'épais, voire 90 au sous-sol, alors que après les murs en gros œuvre, on est sur... Moi j'ai essayé de la rentrer au maximum dans les éléments. D'accord. Pour faciliter en effet la mise en plan des plans architectes qu'on a refait. J'ai aussi eu des problèmes justement de ces maquettes venant d'éclats. Les murs avec des refends, des ouvertures cintrées, etc. Les exports IVC ne marchaient pas du tout bien. On était obligé de passer par un export en DWG, récupérer un volume 3D DWG et réimporter ça dans Revit. Voilà, c'était compliqué. C'était très compliqué, et du coup là on avait eu un objet mur qui faisait tous les tâches, quoi. Donc c'était... Donc peut-être encore une problématique d'export IFC qui parfois peut venir aussi de l'utilisateur, voilà, ou alors de l'utilisateur. Je rappelle qu'un export IFC c'est pas simple. Donc parfois c'est aussi, il y a une montée en compétences sur les exports IFC à prévoir. Merci à tous, merci à nos intervenants pour en effet la qualité de la présentation. C'était clair pour un projet qui était assez complexe techniquement, donc merci beaucoup de nous avoir éclairés sur le sujet. Merci. Je vous demande de les applaudir.